Salut à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que je vous fais rapidement en vacances parce que je tenais à vous parler des résultats qu'on a eu sur certaines entreprises la semaine dernière et aussi de parler de la réunion de la Banque centrale américaine qui a eu lieu. Ils ont eu pas mal de commentaires sur l'économie, ce qu'ils allaient faire a priori avec les taux dans le futur. Donc voilà, on va principalement parler des commentaires des entreprises sur le deuxième trimestre et de la Fed. On va pas du tout rentrer en détail, c'est pas du tout une vidéo de recherche et d'analyse d'entreprise, c'est plus pour vous donner les derniers commentaires qui ont eu lieu sur l'économie. Donc sur ce, je vous propose de passer de suite sur mon écran. Donc la première entreprise dont je souhaite parler, il s'agit de Visa. Alors Visa, c'est une entreprise que je n'ai pas personnellement en portefeuille, cependant je l'ai très bien dans les ETF, et c'est une entreprise que je regarde tout dedans parce qu'ils ont des commentaires à chaque fois sur les paiements, est-ce qu'on a les paiements qui ralentissent à travers le monde, est-ce qu'il y a des voyages entre les pays, globalement, donc ça vous donne une bonne représentation de l'économie et des dépenses des ménages. Donc Visa, pour information, a explosé ses résultats, ce qui est plutôt une bonne chose pour les actionnaires, et d'ailleurs sachez que c'est une entreprise que j'aurais aucun problème à être actionnaire, surtout si j'avais un portefeuille qui était uniquement axé dividendes. C'est une très belle entreprise, je sais que cependant elle est toujours un petit peu chère, alors il faudrait que je fasse une analyse complète si un jour vous voulez l'acheter, mais donc voilà, c'est vraiment une entreprise que j'aurais aucun problème à posséder, c'est juste pas le cas parce que je peux pas toutes les avoir en individuel, par contre évidemment je les ai tous dans les ETF. Bon, j'arrête avec ma petite histoire, je reprends les résultats. Donc on voit qu'ils ont fait plus 19% par rapport à l'année précédente sur les ventes, et sur le résultat net, donc ils ont fait à plus 33% pardon, par rapport à l'année d'avant. Donc rien à voir, rien à dire, pardon, ce sont des résultats excellents. Pour info, vous m'excuserez par avance pour la vidéo, j'ai été un petit peu malade, donc clairement je ne serai pas forcément au top en termes de voix, mais bon, l'important c'est ce que je dis, c'est pas forcément le dynamisme, on va dire. Donc voilà, et le commentaire que je voulais vous montrer du CEO, donc du directeur général, c'est que eux, ils voient globalement une bonne sustainability, donc ils voient que la consommation elle continue, et que les volumes de paiement même ils continuent à augmenter, qu'ils ont beaucoup de volumes et d'échanges entre les frontières, et que globalement, eh bien, la consommation a l'air très résiliente, et on voit qu'il parle ici donc des voyages par rapport à 2019 et 2020, et bien clairement on est revenu sur des niveaux qui sont excellents. Cependant, vous voyez quand même l'impact qu'a eu la pandémie, notamment sur le tourisme et les voyages, puisqu'on voit qu'il aura fallu attendre 2022 pour retrouver les niveaux de paiement qu'on avait entre les frontières de 2019. Donc ensuite, ils font une conclusion sur l'entreprise et ils disent que globalement, ils sont très confiants sur la capacité de Visa à rester au centre des échanges de monnaie et de rester une entreprise dynamique et en croissance évidemment. Très bien, ensuite passons sur les résultats de Microsoft. Alors là, le titre il est un petit peu vendeur, ils disent qu'en gros ils ont raté les estimations, donc ils ont eu des résultats plus bas que les estimations, mais l'entreprise a quand même pris 5% en bourse. On va voir que globalement c'est pas si mal quand même ce qu'ils ont fait Microsoft à mon avis. Donc là, on voit qu'ils ont eu des ventes un petit peu plus faibles que ce qui était prévu par les analystes, encore une fois, mais on verra quand même qu'ils ont des très bonnes croissances. Et là, par contre, c'est très intéressant, je voulais vous le montrer. On voit qu'ils sont impactés par les taux de change. En effet, Visa, Microsoft, etc., ce sont des grosses entreprises internationales, et ils font leur report en dollars, donc les résultats sont en dollars, cependant, eh bien, ils vendent des produits partout dans le monde. Et vu que le dollar est très fort en ce moment, eh bien, forcément, ça a impacté leurs résultats à la baisse quand vous regardez d'un point de vue du dollar. Par contre, ça n'a pas affecté les croissances. Donc ensuite vous avez les chiffres, bon je ne vais pas vous les lire, de toute façon c'est pas super intéressant, donc voilà, ils sont un tout petit peu en dessous des prévisions des analystes. Et ensuite là je trouve quand même la phrase assez marrante, parce qu'ils nous disent qu'ils ont eu la plus faible croissance depuis 2020, certes, enfin ils ont quand même eu 12% de croissance pour une des plus grosses entreprises du monde, ce qui est énorme, 12% de croissance. Moi je classe d'ores et déjà ça dans les entreprises qui sont considérées à croissance, c'est pas les 2 ou 3% d'un Walmart par exemple. Et donc en parlant de croissance, je voulais quand même vous montrer la phrase qu'ils ont dit, qui est qu'ils s'attendent à des croissances à deux chiffres sur les revenus bruts et les revenus opérationnels, avec entre guillemets un dollar constant. C'est-à-dire que si on bloque le dollar, évidemment c'est pas le cas, mais si on regarde à dollar constant, ils s'attendent quand même à maintenir des croissances à deux chiffres, ce qui est excellent et ce qui me confirme personnellement que je suis très content de posséder une entreprise comme Microsoft, puisque c'est une entreprise énorme qui a beaucoup de revenus qui sont devenus maintenant récurrents. Ils ont vraiment changé leur business model avec tout ce qui est la location des logiciels, avec Office 365, avec la Xbox, etc. Bref, et puis aussi évidemment Azure, le cloud. Donc c'est une entreprise qui me plaît énormément, c'est pour ça que je l'ai en portefeuille, et je suis tout à fait rassuré quand je vois ce type de croissance, et je ne suis pas étonné non plus, puisque des entreprises comme Google, etc., qui sont de plus en plus proches en termes de business, avec un Microsoft par exemple, même si c'est différent, eh bien ils maintiennent aussi de telles croissances. Et donc moi personnellement, ça me rassure. Donc voilà, le dernier point que je voulais vous montrer avant de passer à la prochaine entreprise, c'est le petit tableau. Et donc là, on voit les croissances d'une année sur l'autre au deuxième trimestre 2022. Sur le cloud, on est à plus 46%. Donc vous voyez, quand ils vous disent que la croissance a ralenti, il faut aller lire un petit peu plus bas dans l'article. Et il ne faut pas s'étonner non plus que l'entreprise continue de monter en bourse, surtout qu'elle avait déjà fortement corrigé. Donc voilà, je vous laisserai lire toutes les croissances selon les activités. Mais on voit que ce qu'ils ont fait le pire, c'est le plus 10%, et c'était sur la Xbox.
Très bien, je vous propose maintenant de passer sur la prochaine entreprise et il s'agit de la plus grosse position de mon portefeuille, autrement dit Google. Donc de la même façon que Microsoft, ils ont entre guillemets eu un miss, donc ils ont raté légèrement par rapport à la prévision des analystes. Cependant, on va voir que c'est pas si mauvais que ça et je vais pouvoir faire des commentaires notamment sur la publicité parce que moi j'ai remarqué que la publicité baissait d'ailleurs après on parle de Facebook, c'est aussi le cas et ils le confirment. Donc ce que je vois moi sur YouTube, c'est clairement confirmé par Google dans le résultat trimestriel. Donc là, ils le disent déjà, en gros, ils ont eu des revenus qui n'ont pas été aussi bons que ce que prévoyaient les analystes à cause de la publicité et aussi du cloud. Et de la même façon, on va aller voir l'ironie, entre guillemets, qu'a cette entreprise, en tout cas, ils ont beaucoup d'humour. La croissance a ralenti à 13%. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est une des plus grosses entreprises du monde, ils pèsent plus d'1 trilliard de dollars et ils arrivent à avoir des croissances d'une année à l'autre de plus de 13%. Mais évidemment, juste après, ils nous comparent ça avec les résultats d'il y a un an par rapport à l'année d'avant, quand justement on sortait de la pandémie. Et là, on était à du plus 62%. Donc forcément, oui, il y a une différence. Cependant, pour moi, il n'y a pas de quoi rougir et c'est tout à fait acceptable pour l'entreprise. On ne peut pas avoir des croissances à 40, 50, 60% tous les ans, c'est pas réaliste. Donc juste après, je voulais vous parler de la publicité avant de passer à la prochaine entreprise. Et donc voilà, ici, on voit que les revenus publicitaires n'ont monté, encore une fois, que de 12%. Et on voit qu'il précise bien que justement, il y a eu des baisses des dépenses des entreprises qui font du marketing à cause des pressions inflationnistes. Et ça, on en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos. Et on le savait que ça allait arriver aussi bien sur Google que sur Facebook. Et le dernier point que je voulais vous montrer, on le verra aussi notamment sur Facebook, mais il précise quand même qu'il voit une concurrence claire de TikTok. En même temps, c'est pas étonnant, c'est un réseau qui est très populaire. Et donc, ils voient quand même une baisse des revenus et ils sentent que ça impacte leur business. Cependant, pour moi, c'est une bonne chose. J'ai aucun problème avec la concurrence. Alors après, il y a des débats sur TikTok parce qu'il y aurait, entre guillemets, des vols de données utilisateurs, etc. Toutes les entreprises ont ce genre de débat. Mais donc voilà, je tenais à le dire, ils ont clairement ce genre de défi à relever. Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, je suis actionnaire de Google, donc évidemment, je préférerais qu'il n'y ait pas de concurrence, mais en même temps, c'est normal, c'est le business et il n'y a rien qui me choque. Bon, je vous propose de passer un petit peu plus vite sur les 3 prochaines, que la vidéo soit pas trop longue. Donc, je passe sur Facebook, c'est exactement les mêmes types de commentaires. Alors, globalement, il y a deux choses à retenir. Ils ont eu entre guillemets, des baisses au niveau des revenus pour la première fois depuis très longtemps. Il faut savoir qu'ils sont en train d'investir massivement dans tout ce qu'ils croient, c'est-à-dire pour eux le métaverse, les nouveaux types de réseaux sociaux. Donc après, on y croit ou on n'y croit pas. Facebook, je sais que c'est une entreprise à polémique, à chaque fois que j'en parle, ça fait du bruit. Voilà. Cependant, moi, ce que je regarde pas, je ne regarde pas forcément que ça. Je regarde quand même l'augmentation de leurs utilisateurs quotidiens qui continue à augmenter et qui représente, si vous regardez, des milliards de personnes. La publicité, sachez-le, les revenus ont clairement baissé, mais c'est exactement comme sur Google. Vous voyez, en fait, ils disent ici, il a continué d'avoir une demande faible sur la publicité, et c'est tout simplement dû à la macroéconomie, ou de toute façon à l'économie de façon générale. On pourrait rentrer en récession, les entreprises baissent les budgets de publicité. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout, sachant que c'est une entreprise où j'ai conscience qu'il y a des risques, j'ai conscience qu'il y a de la concurrence, qu'il y a d'autres réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai investi il y a depuis très longtemps, je dois toujours être à la hausse sur ma position. Actuellement, j'avais réinvesti il y a quelques mois dessus, je pourrais en racheter dans le futur. J'attends aussi de voir, je suis patient, c'est déjà pas une grosse position, mais une bonne position de mon portefeuille. Et donc voilà, il n'y a aucune chose qui me choque. Et aussi, je voulais vous montrer juste ça. Il parlait justement des shorts qu'ils ont mis sur Instagram contre TikTok. Et il disait que ça commence à bien fonctionner, mais que ça rapporte moins d'argent que les stories et le fil d'actualité standard. Mais voilà, ils vont continuer à y travailler pour améliorer le produit. Très bien, donc maintenant il nous reste Apple et Amazon. Je vous propose de passer sur Apple. Alors Apple, eh bien, cette entreprise est incroyable. C'est la plus grosse entreprise du monde en capitalisation boursière. La dernière fois que j'avais regardé, mais ça doit toujours être le cas. Et eh bien, malgré ça, ils continuent à exploser, à toujours gagner plus, malgré qu'ils disent qu'ils ont des pockets of softness qui sentent entre guillemets des petites difficultés. Donc on voit ici que malgré entre guillemets le petit ralentissement qu'ils ressentent, ils pensent qu'en septembre ça va rattaquer fort. Généralement en septembre à chaque fois ils sortent les nouveaux iPhones. Donc on voit ici qu'ils ont une augmentation de la vente des iPhones de 3%, des services de 12%. Alors il faut savoir que Apple c'est une entreprise qui a des revenus qui sont entre guillemets en termes de croissance moins impressionnant qu'un Google par exemple. C'est une entreprise qui est plus mature, qui a plus de mal à croître. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté cette entreprise, tout simplement parce qu'en fait, je la trouve entre guillemets un petit peu chère. Alors, encore une fois, cette entreprise, elle a un premium, elle se paye toujours cher parce que elle a de la qualité, entre guillemets, elle a un track record, c'est-à-dire qu'elle ne déçoit pas depuis très longtemps, elle ne fait que continuer à monter. Donc voilà, vous achetez une qualité, ça se paye. Mais sachez que moi, actuellement, je ne l'achète pas. J'ai une position sur laquelle je suis à plus de 100% de souvenirs. Je l'ai acheté peut-être il y a 3 ou 4 ans, mais depuis, j'en ai pas racheté ces dernières années.
Et le dernier point que je voulais vous montrer, ils parlent de l'inflation. Donc ils disent qu'en fait, ils ressentent clairement eux aussi l'inflation dans les coûts de structure, donc dans les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Et ils parlent aussi des emplois et ils disent qu'ils continuent à embaucher, à embaucher de nouvelles personnes, mais qu'ils le font de façon délibérée et bien réfléchie. Donc même eux, vous voyez, ils commencent à réduire leurs dépenses pour maintenir leur marge au plus haut possible, sachant qu'on pourrait rentrer en récession. Donc c'est une très bonne chose qu'ils fassent. C'est une entreprise où justement ils prennent le devant et ils essaient de bien la gérer pour ne jamais avoir des résultats négatifs par exemple. Très bien, donc maintenant on va passer à la dernière entreprise et il s'agit d'Amazon. Donc Amazon c'est assez intéressant. Ils ont eu donc des résultats bruts plus élevés que ce qui était attendu. Par contre, ils ont eu un résultat nettement négatif. On va voir pourquoi un petit peu plus tard. Cependant, avant, je voulais vous montrer que ils sont très positifs sur le prochain trimestre et ils pensent qu'ils vont avoir des bons résultats puisqu'ils ont donné des bonnes projections, des bonnes guidance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que moi je suis actionnaire et que j'en avais encore pas mal racheté il n'y a pas longtemps. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ils ont eu une perte sur les revenus nets, et en fait, ils l'expliquent un petit peu plus tard, et c'est à cause de Rivian. Donc Rivian, c'est une entreprise qui fait des véhicules électriques sur laquelle ils avaient investi, et vu que l'entreprise a dégringolé en bourse, vous voyez qu'ils ont enregistré une perte de 3,9 milliards de dollars, ce qui a fait tout simplement que l'entreprise a eu des résultats nets négatifs sur ce trimestre. Et donc on le voit ici, ils disent que Amazon a eu une perte nette de 2 milliards dans ce trimestre, et donc effectivement on voit que s'ils n'avaient pas eu ces 3,9 milliards, ils ont eu un résultat positif. Donc comme quoi vous voyez, c'est pas parce qu'une entreprise a sur un trimestre un résultat net négatif que l'entreprise va cracher en bourse, bien au contraire, Amazon devrait ouvrir à la hausse de plus de 12%. Donc voilà, il faut toujours être prudent avec les gros titres, etc. Mais au final, Amazon pour moi c'est une entreprise, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, qui a investi énormément d'argent dans toutes ces infrastructures ces dernières années, qui ne s'est pas du tout concentré sur ses marges. Et si un jour Amazon se décide à se concentrer sur ses marges, à ralentir un petit peu les investissements pour générer plus de cash et de cash flow, et ben je pense que l'entreprise, d'un coup, elle va devenir extrêmement peu chère d'un point de vue des ratios. Cependant, je ne suis pas pressé qu'ils le fassent. Moi, à partir du moment où ils continuent à investir intelligemment, à développer leur réseau de serveurs avec AWS, à développer leur logistique, moi, j'ai pas de souci que l'entreprise gagne assez peu d'argent. Je sais pourquoi je l'ai acheté. Donc voilà, je voulais vous partager cet avis que j'avais personnellement sur Amazon. Très bien, donc j'en ai fini avec les différents résultats que je voulais vous montrer. Maintenant, on va passer aux commentaires qu'on a eu de la Banque centrale américaine. Donc déjà, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voyaient un softening, un soften, donc ça veut dire qu'ils commencent à avoir un apaisement, entre guillemets, sur les dépenses et la production aux États-Unis. Donc c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux, ils veulent faire baisser l'inflation, et un des seuls moyens de le faire, justement, c'est que les gens dépensent moins, donc ça commence à fonctionner, ils ressentent les montées des taux qu'ils ont déjà fait. Cependant, le marché de l'emploi est toujours solide et élevé depuis plusieurs mois. Il y a très peu de chômage. Et l'inflation, elle continue à être élevée. Donc clairement, ils ne peuvent pas encore ralentir les actions qu'ils sont en train de mettre en place, puisque leur objectif, c'est 2% d'inflation. Et donc, comme ils le disent, il y a un problème de balance entre la demande et l'offre, et on a une augmentation des prix de la nourriture, de l'énergie, etc. Donc ensuite, le chapitre que je veux vous montrer qui est extrêmement intéressant à mon avis, c'est celui-ci. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils confirment leur objectif de 2% d'inflation, et ils confirment que pour obtenir le taux moyen, donc là le fund rate, ils vont viser autour de 2, un quart, 2,5. Et la phrase qui est importante pour moi surtout, c'est celle-ci, où ils disent que a priori leur plan d'augmentation des taux de la Banque centrale devrait être approprié. Et donc moi ce que je comprends par là, c'est qu'ils n'ont pas prévu de refaire encore 2% derrière. Donc je pense qu'ils vont finir autour de 3. Ils précisent aussi qu'ils vont continuer de vendre des actifs de la Banque centrale américaine. Et donc voilà, ils confirment très fortement que leur principal objectif, c'est 2% d'inflation. Et donc pour moi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le fait que leur priorité soit de baisser l'inflation, sachant qu'ils ont le plein emploi, eh bien, c'est une très bonne chose pour les entreprises, parce que si vous avez ensuite une inflation face au salaire, une boucle qui se met en place, comme ça avait été le cas à l'époque, eh bien, ça peut être une catastrophe. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose qu'ils le fassent à mon avis, et d'autant plus ils le font puisqu'ils sont en plein emploi. Ils se poseraient la question s'ils n'étaient pas en plein emploi. Par contre, après, ce qui serait pas étonnant, c'est que dans 6 mois, on sera rentré en récession, qui commencent à avoir des pertes d'emploi et qui décident de rebaisser leur taux. Donc je ne serais pas du tout étonné qu'on monte à presque 3% dans les 6 mois qui arrivent, et que par contre, dès l'année d'après, ils les rebaissent si l'économie ralentit. Donc encore une fois, ce ne sont que des cycles, c'est important d'en parler, et je trouve ça très intéressant. C'est aussi important par rapport à l'euro face au dollar, puisqu'on voit que ça a fait chuter l'euro, le fait que le dollar soit aussi fort, et c'est en partie lié à ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis tous ces sujets économiques, mais ça ne change rien évidemment, comme vous le savez, à ma stratégie d'investissement. J'investis tous les mois, quoi qu'il arrive, sur des ETF et des actions de qualité que je comprends, mais je voulais quand même vous le partager, puisque je pense que c'est intéressant de le savoir déjà pour sa culture personnelle, et aussi parce que comprendre les grands cycles économiques permet d'investir entre guillemets plus intelligemment.
Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends pas plus intelligemment dans le sens on va trouver le fond du marché, ça personne ne sait le faire. Moi je l'ai jamais acheté et puis de toute façon je suis pas un trader. Après si vous êtes trader tant mieux mais moi je ne sais pas le faire. Mais ce que je veux dire c'est que si vous sentez qu'on va rentrer en récession, eh bien vous pouvez économiser un petit peu plus, augmenter votre capacité d'épargne. Par contre si la bourse est au plus haut, que tout va bien, eh bien vous pouvez profiter un peu plus, partir en vacances, etc. Donc voilà, pour moi c'est surtout important d'avoir ces notions d'économie, c'est pour se gérer d'un point de vue de ses finances personnelles et se gérer d'un point de vue de sa carrière. Il peut être intéressant d'avoir conscience dans quelle période on est, est-ce qu'il va être facile de trouver un emploi, difficile de trouver un emploi, est-ce qu'il est temps de changer, etc. Donc voilà, j'en ai fini de parler, ça aura été une longue vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo sur les prochains résultats, et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, et on se voit dans la prochaine vidéo.